Une fois leur formation initiale terminée, il y a une question qui se pose tout naturellement à tous les masseurs ou masseuses bien-être débutants. Et cette question, c'est est-ce que j'essaye de trouver un contrat en CDD ou en CDI dans une structure de bien-être, un salon de massage ou un spa, ou est-ce que je lance mon activité en tant que professionnel indépendant? Et pour commencer, je dirais que ce choix est propre à chacun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais encore, faut-il encore savoir exactement de quoi il en retourne pour pouvoir prendre cette décision en toute connaissance de cause et pour que cette décision ne soit pas motivée par de mauvaises raisons. Car selon la voie que vous prenez, vous pourrez vivre une expérience totalement différente dans l'exercice de l'activité de masseur ou masseuse bien-être. Et selon l'idée originelle que vous faites de l'activité, vous pourrez vous retrouver à avoir une différence énorme entre ce que vous imaginiez de ce métier-là et de ce que vous allez vraiment vivre. Et la toute première différence, c'est l'accès au métier. Le massage bien-être est une activité non réglementée et que légalement, vous pouvez très bien vous lancer dans le massage sans aucune formation ni aucun diplôme, même si sans aucune formation, je ne vous le recommande absolument pas. Donc techniquement, en tant qu'indépendant, la professionnalisation peut être très rapide et très facile. Il suffira d'avoir un protocole que vous maîtrisiez correctement. Ensuite, il vous restera à créer votre entreprise, puis à trouver vos premiers clients pour les masser. Mais si par contre vous voulez vous faire embaucher dans une structure de bien-être ou dans un spa, là les choses risquent de se corser un petit peu. Car même si, oui, pour se lancer dans le massage, exercer le massage, il n'y a pas besoin de qualification particulière, par contre, pour franchir les portes, ne serait-ce que de l'entretien d'embauche, il est fort probable, même quasiment systématique, que la plupart des structures vous demanderont un minimum de gages d'expérience ou de connaissances pour pouvoir vous faire confiance et leur confier leurs clients. Il faut savoir aussi que chaque structure a sa politique d'embauche et demandera certaines compétences ou certaines qualifications que d'autres ne vous demanderont pas forcément. Donc ici, je ne vais pas faire de généralité, mais il faut savoir que plus vous rentrerez dans une grosse machine, comme un spa de luxe par exemple, plus on vous demandera d'avoir suivi un cursus particulier. Et pour le moment, le diplôme qui correspond le plus à ce genre de structure, ça sera le diplôme praticien bien-être espace, le diplôme RNCP, mais qui s'acquiert avec une formation à plein temps durant un an et qui coûte généralement entre 7 à 11 000 euros l'année. Donc déjà sur ces deux, cas de figure, vous pouvez vous rendre compte que d'un côté, on pourra se lancer très rapidement, très facilement, et l'autre, selon le moment où vous décidez de vous lancer professionnellement, il est possible que vous ayez à passer à certaines qualifications supplémentaires, vous maîtrisez d'autres massages pour pouvoir accéder juste à l'entretien permettant de décrocher un emploi. La deuxième différence assez notable, c'est au niveau de la réalité de l'activité. Lorsque vous êtes salarié d'une structure, vos tâches et vos prérogatives peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre. Et quoi qu'il en soit, seront toujours très très différentes de celles que vous aurez en tant que masseur ou masseuse indépendante. Mais outre les tâches inhérentes au massage bien-être, vous pourrez aussi vous retrouver à avoir à effectuer d'autres tâches selon la structure que vous voulez intégrer. Et ces tâches pourraient être aussi diverses et variées que l'accueil des clients, l'entretien, le nettoyage des cabines et du matériel, ça peut être la réception, l'organisation des fournitures, des consommables, et aussi, pourquoi pas, faire aussi de la gestion de stock et aussi des inventaires. S'il y a de grandes équipes, vous pouvez être amené à faire de la gestion d'emploi du temps, du management d'équipe selon le poste ou la hiérarchie, enfin, le niveau de hiérarchie dans lequel vous êtes embauché. Vous pouvez faire aussi de la formation pour les nouveaux arrivants. Vous pourrez aussi bien faire de la gestion de caisse, de la gestion de facturation, de l'établissement de vie, pourquoi pas de la gestion ou même prospection clientèle, de la gestion de litiges commerciaux, mais également de la vente directe. Par exemple, si l'endroit, la structure est affiliée avec certaines marques de cosmétiques, il est possible que vous soyez encouragé, en tout cas, voire obligé, de faire aussi du commercial pour vendre ces produits comme vente complémentaire auprès des clients. Il sera bien possible que selon l'organisation de la structure et le nombre de personnes en activité en tant que masseur et masseuse bien-être, il se peut aussi que certains jours, vous n'ayez pas absolument pas à masser, mais uniquement à vous occuper des tâches dont je vous ai parlé précédemment. Comme des fois, il pourra arriver qu'il y a des jours où vous ne faisiez que masser et que vous ne vous occupiez pas du tout des tâches.
Alors que, en tant que masseur ou masseuse indépendante, les choses sont très 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 différentes. Car je ne dis pas que toutes ces tâches ne peuvent pas faire partie de votre lot de to-do list quotidienne, mais elles n'en feront partie uniquement si vous décidez de les intégrer au fonctionnement de votre activité. Et selon les caractéristiques que vous voulez développer ou les outils que vous utilisez, les tâches pourront être aussi très très différentes. Et en tout cas, vous en aurez en tout cas la pleine maîtrise. Troisième différence, le temps de travail. Lorsque vous intégrez un établissement en tant que salarié, vous intégrez, votre temps de travail est intégré dans un planning général. Généralement, ces établissements sont ouverts 7 jours sur 7 avec une amplitude horaire assez importante, même s'il peut y avoir des variations d'un établissement à l'autre. Et il n'est pas rare que l'emploi du temps de tous les employés soit tournant. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément envie de faire que des soirs ou que des matins ou travailler également le week-end, ce qui peut arriver dans ce genre d'établissement. Donc il y a une sorte de roulement où les personnes font de temps en temps le chiffre de l'après-midi, les chiffres du matin, parfois le week-end, parfois pas du tout, afin d'avoir une organisation où tout le monde puisse avoir un peu son temps à lui, son petit week-end, ses heures de travail, et afin aussi évidemment de contribuer à la bonne marche de l'établissement. Donc, il est courant que les jours de repos et les heures de repos aussi varient beaucoup d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre selon la manière de fonctionner de l'établissement. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nombre d'heures fixes à faire chaque semaine et ce, qu'il y ait une très forte activité dans l'établissement ou qu'il n'y ait pas d'activité du tout. Il est bien évidemment impensable que s'il n'y a pas du tout de clients, vous dites: «Ah ben, il n'y a personne, je rentre chez moi, je vais me reposer». Non, parce que vous êtes payé pour un temps de présence, donc il faut que vous soyez présent durant ce temps-là. Et généralement, on trouvera toujours quelques tâches à faire, même parfois les plus inutiles, pour pouvoir occuper votre temps de manière rentable. En tant qu'indépendant, c'est des contraintes qu'on n'a pas forcément, parce qu'on gère totalement son temps de travail. Dans l'absolu, si on a envie de travailler que les mardis de 23 h à 4 h du matin, finalement on peut. Bon, ça serait absolument absurde, mais c'est pour vous donner un petit peu l'exemple. On peut choisir ses jours de repos, ses heures de travail, les changer du jour au lendemain ou d'une semaine sur l'autre. On a le contrôle total sur la vie de notre entreprise et donc du coup sur les heures et les jours où nous travaillons ou pas. La quatrième grande différence, évidemment, c'est la hiérarchie. Car, on va pas se mentir, il est quand même rare qu'en début de contrat, vous soyez immédiatement mis au top sommet de la hiérarchie d'une structure de bien-être, que ce soit du massage ou même d'un spa. Et quoi qu'il en soit, quand bien même vous seriez mis directement en top position du spa, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous pour vous dire comment faire les choses et vous faire des critiques ou des bons points sur les différentes actions que vous menez durant votre présence dans l'établissement. Donc, vous avez des tâches à effectuer qui sont contractuelles. Vous êtes un rouage d'un tout, d'une grande machine, et vous n'avez pas toujours la liberté d'exprimer votre avis, votre manière de faire, que ceci vous convienne ou ne vous convienne pas du tout. En tant qu'indépendant, vous avez le contrôle sur l'intégralité de votre activité. Vous pouvez choisir donc quand vous travaillez et où vous travaillez, ça on l'a vu un petit peu avant. Mais vous pouvez aussi choisir avec qui vous travaillez, si vous voulez travailler qu'avec des hommes, qu'avec des femmes, qu'avec des enfants, avec tout, juste avec une partie, qu'avec des sportifs. Vraiment, vous choisissez complètement et pouvez changer du jour au lendemain votre niche clientèle si vous le souhaitez. Vous pouvez changer d'avis, hésiter, tester, échouer, recommencer. Bref, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire exactement comme bon vous semble. Vous êtes le capitaine de ce bateau et être seul responsable de tous les succès et aussi de tous les échecs. Cinquième différence, les protocoles de massage que vous pouvez pratiquer. Là encore, c'est très variable d'une structure à l'autre, mais il faut savoir que dans certaines structures, il y a des protocoles de massage imposés. Donc, évidemment que certaines structures vous permettront d'utiliser les protocoles que vous avez appris, mais certaines, par contre, vous obligeront à maîtriser les protocoles maison. S'il y a des protocoles maison, parfois, c'est qu'il y a aussi des raisons. Parfois, ils ont des contrats avec des structures qui ont créé les propres protocoles. Parfois, c'est aussi la maison qui a sa propre protocole qui est construit pour avoir une certaine forme d'harmonisation entre toutes les prestations de massage pour pas qu'il y ait de trop d'équivalence d'un masseur à l'autre ou d'une masseuse à l'autre. Également pour aussi avoir cette une espèce de massage signature et remarquable de l'établissement. Ça peut être aussi un des éléments qui encourage ce genre de pratique. Mais quoi qu'il en soit, il se peut très bien que tous les protocoles que vous ayez appris vous soient complètement inutiles, enfin, si c'est le fait de vous avoir donné les compétences de savoir masser correctement. Et donc aussi parfois vous amener à effectuer des protocoles dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas vraiment, même qui ne vous plaisent pas énormément.
En tant qu'indépendant, évidemment, vous avez une totale liberté sur la manière de gérer vos protocoles. Vous pouvez, si ça vous amuse de ne jamais faire deux fois le même protocole, vous pouvez très très bien le faire. Vous pouvez tester de nouveaux protocoles, d'en proposer qu'un. Enfin, il n'y a pas de limite dans la manière que vous avez de créer vos expériences clients. Mais là, bah, c'est vous l'artiste. Si les gens viennent vous voir, c'est qu'ils aiment votre façon d'aborder le massage. Donc ça peut être aussi, même parfois, ce qui fait aussi votre richesse et votre succès. Sixième différence, la relation clientèle. En tant que salarié dans une structure, les séances sont très codifiées, structurées et surtout timées. Et la raison est logique, c'est parce qu'évidemment, quand la personne prend un massage d'une heure et qu'il y a une note derrière, on n'a pas envie que la personne traite pendant 5-10 minutes de plus, de peur de décaler tout le planning et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses et compréhensibles sur la gestion justement des salles de massage et même des délais d'attente des futurs clients. Mais avec ce timing qui est très souvent serré, le côté personnalisation et s'adapter à la particularité des clients que l'on peut avoir sous nos doigts, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, voire complètement impossible. Parce que si vous commencez à insister un peu plus sur une zone, parce qu'un client vous a dit, ah, mais moi j'aime là, j'aimerais bien que vous assistiez là, ça vous fait mécaniquement perdre des minutes. Et vu que les protocoles généralement sont cadrés pour entrer dans un délai bien imparti, il sera beaucoup plus difficile de faire un massage global et qualitatif si vous sortez un petit peu du cadre et forcément si une zone gagne, une autre va perdre et si en plus vous n'avez peut-être pas trop à l'aise avec la gestion du timing, ça pourra très très vite se transformer en une véritable catastrophe pour le client qui est en train de se faire masser. Évidemment, c'est sur vous que ça va retomber, soyez-en certains. Et en plus, très souvent, c'est tellement timé que la personne arrive dans la salle de massage. Bon, généralement, elle a un temps pour environ 5 minutes pour se déshabiller et se mettre sur la table. Vous, quand vous arrivez pour la masser, ben, la personne est déjà allongée sur le ventre et puis vous la massez. À part lui dire ça va, la pression vous convient ou la température vous convient et vous dire le massage est terminé, je vous laisse 10 minutes pour vous rhabiller, il n'y a pas vraiment d'échange avec la personne. Donc tout ce côté humain peut être, dans certains cas, un peu amoindri, voire totalement inexistant. En tant qu'indépendant, là encore, vous avez la totale liberté. Après, libre à vous aussi d'avoir une politique stricte en me disant, moi, je masse une heure, je fais qu'une heure, hein, c'est possible et compréhensible. Mais si vous tombez sur une personne avec qui le feeling passe bien, qu'elle est en train de se livrer, vous pouvez très bien rajouter 20 minutes, une demi-heure, si vous le souhaitez, pour pouvoir lui apporter un service un petit peu plus complémentaire, voire personnalisé, ce qui, outre le fait évidemment de cultiver ce lien que l'on peut avoir avec sa clientèle, vous permet surtout d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez au moment où vous avez envie de le faire. Septième différence, l'implication personnelle et la motivation. Donc évidemment, si on se lance dans le massage bien-être professionnellement, c'est qu'on aime masser et que forcément, quelque part, on va s'épanouir dans le fait de masser. Oui, mais il y a une énorme différence entre masser pour le compte d'une entreprise et masser pour son propre compte. Car même si évidemment le plaisir du massage pourrait être sensiblement similaire, même si on met de côté tous les points que j'ai énoncés auparavant qui peuvent déjà influencer sur ce ressenti-là, mais entre le fait le retour qu'on pourra avoir avec le client, entre une cliente qui vient, avec qui vous n'aurez pas trop d'échanges, et que la personne soit contente ou pas, finalement, ça ne changera pas grand-chose à votre vie, parce qu'il y a toujours des râleurs quelque part. Mais si vous êtes à votre propre compte, par contre, chaque critique, vous allez le prendre personnellement, parce que votre activité, c'est votre bébé, ça vous définit vous, et chaque remarque positive ou chaque avancée sera une fierté que vous ne ressentirez jamais en tant que salarié d'une entreprise. Sans compter évidemment que chaque passage que vous allez faire quand vous êtes en compte va influencer directement le montant de votre chiffre d'affaires mensuel, ce qui ne sera absolument pas le cas en tant que salarié. Et donc sur le long terme, il est évident que tout cet environnement personnel et l'investissement sera forcément différent et aussi les émotions qui y seront associées seront forcément différentes selon si vous travaillez en tant que salarié pour le compte de quelqu'un d'autre ou d'une entreprise ou si vous travaillez à votre propre compte. Huitième et dernière grande différence, et certainement pas des moindres, c'est la réalité économique. En tant que salarié dans une structure, vous aurez forcément un salaire fixe avec plus ou moins d'avantages, ou même pas du tout, ou peut-être, qui seront définis au moment de la signature de votre contrat. Et donc, qu'il y ait beaucoup de clients ou pas,
quel que soit le nombre de tâches que vous ayez à effectuer durant votre temps de travail, et peu importe le niveau de responsabilité qu'on vous donnera, vous aurez un salaire fixe et régulier, des congés payés, généralement c'est 5 semaines par an, et éventuellement des primes ou avantages, ça dépend, c'est très variable d'un institut à l'autre, parfois il n'y en a pas du tout, parfois il y en a beaucoup, ça c'est très variable. La contrepartie, c'est que le salaire que vous avez généralement est assez bas. Généralement, on commence aux alentours du SMIC avec une très légère variation selon le standing de la maison que vous intégrez. Et les perspectives d'évolution sont, somme toute, assez limitées. Parce qu'au pire, vous pouvez devenir gestion d'équipe, voire gérant associé ou, on va dire, ou responsable de l'établissement. Mais ça sera plus, on va dire, dans le côté gestion de clientèle que vraiment de monter en gamme dans l'activité même du massage bien-être. Donc en soi, les perspectives d'évolution sont, somme toute, assez réduites. En tant qu'indépendant, votre revenu est lié directement à votre niveau d'activité. Donc, vous travaillez beaucoup, vous gagnez beaucoup. Vous travaillez moins, vous gagnez moins. Vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Mais par contre, théoriquement, le niveau de revenu n'est pas du tout limité à la hausse. Et théoriquement, donc, le revenu maximum n'est pas limité. Enfin, si ce n'est par le nombre horaire, le nombre d'heures que vous pouvez travailler tous les jours. Même s'il y a d'autres moyens de générer des revenus complémentaires sans forcément empiéter sur son temps de travail, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, après avoir listé toutes ces différences, comment faire son choix en toute conscience? Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de voie sans retour. Donc, vous pouvez choisir une voie, puis après passer sur l'autre. Pourtant, l'une ou l'autre vous donneront plus ou moins d'opportunités et de marge de manœuvre. Car en tant que travailleur indépendant, vous pourrez trouver des instituts ou des centres qui accepteront de vous faire travailler en tant qu'intervenant extérieur ou avec un peu d'expérience, vous permettront d'intégrer leur équipe en tant que salarié si vous le souhaitez, même si ça va demander quand même un petit peu d'expérience et que ce n'est pas forcément les cas les plus fréquents. Mais par contre, lorsque vous êtes salarié d'un établissement et que vous n'avez pas d'entreprise à côté, beaucoup de ces établissements ne vous donneront pas la possibilité de créer votre propre activité en parallèle pour des raisons très logiques de concurrence déloyale, parce qu'ils auraient trop peur que vous prospectiez dans les clients de l'hôtel, donc du coup qu'ils aient une perte de revenus, et c'est une crainte qui est totalement fondée et logique, hein. Et donc, du coup, le plus souvent, si vous voulez vraiment créer votre activité, il va falloir quitter votre emploi, créer votre entreprise et ensuite repartir de zéro. Un autre élément qui me semble important, c'est aussi prendre un peu de recul sur soi et de savoir pour quelles raisons telle ou telle voie nous intéresse, afin d'être certain de ne pas faire ce choix pour les mauvaises raisons. Car si ce qui vous ferait choisir le côté salarial plutôt que la voie indépendante et la peur de ne pas avoir assez d'expérience ou de ne pas être assez légitime pour se lancer tout seul en tant qu'indépendant, ou la peur de la gestion administrative ou de la gestion d'une entreprise, ou encore la peur de ne pas trouver de clients, la peur de ne pas savoir vendre ses prestations, ou la peur de ne pas arriver ou de ne pas vouloir gérer son marketing, sa communication, sa vente, les réseaux sociaux. Tous ceux que je viens de vous dire ne sont pas des raisons valables, car le maître mot de tout ce que je viens de vous dire, c'est la peur. Et pour être parfaitement transparent, c'est des craintes que j'ai eues, toutes celles-là, et c'est des craintes qu'ont tous les masseurs et les masseuses lorsqu'ils se lancent en tant qu'indépendants. Et même si elles sont évidemment compréhensibles, il faut savoir qu'elles ne reposent sur rien de concret. Chacun de ces éléments peuvent se travailler, peuvent se développer, sont des compétences qu'on peut facilement acquérir, et que pour la plupart, de toute manière, on part tous d'un niveau assez bas et on le développe tout au long de notre carrière. Et avant de faire votre choix, je vous conseille de vous poser ces simples questions. Pourquoi voulez-vous ou vous êtes-vous reconverti dans le massage bien-être? Pourquoi êtes-vous réellement attiré par l'une ou l'autre de ces deux voies? Avec quelle vision du métier êtes-vous réellement aligné?
Où en êtes-vous actuellement de votre propre chemin dans le massage bien-être? Dans combien de temps aimeriez-vous vous lancer? Et combien de temps et d'argent voulez-vous investir avant de vous lancer concrètement dans l'activité? Encore une fois, nous avons tous une vision personnelle de l'activité de masseur ou masseuse bien-être. Et même si la mienne ne colle absolument pas avec le côté, la vision salariale de cette activité, cela ne veut absolument pas dire que c'est la seule valable ou la bonne. Mais si vous avez choisi le massage bien-être pour en faire votre activité professionnelle, c'est pour vous construire une vie avec laquelle vous êtes aligné. Et ce n'est pas pour retrouver ce que vous avez fui dans votre ancienne carrière. Ce n'est pas non plus pour vous retrouver à faire des tâches qui vous rebutent ou travailler dans un cadre que vous savez d'ores et déjà est anxiogène et toxique pour vous. Et que ce soit en tant que salarié ou indépendant, il y a forcément une voie qui collera avec le ou la masseuse professionnelle que vous avez envie de devenir.